On va développer quand même quelques sujets d'actualité puisque ça a été assez dense sur la semaine. Et on peut commencer effectivement par ce footballeur qui est littéralement vilipendé effectivement par l'opinion publique pour avoir refusé de porter un maillot qui symbolise effectivement l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est-à-dire que là, on est arrivé vraiment au cœur de la pièce de théâtre du grand vaudeville occidental. C'est-à-dire que l'Occident pense le monde comme occidental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde occidental pèse rien au niveau de la population mondiale. D'accord? Donc il faut savoir, lorsqu'on parle de 12%, lorsqu'on parle de 7%, bon, ce sont des chiffres gonflés au stéroïdes anabolisants. En tout cas, plus de 80% ne sont pas blancs, ne sont pas occidentaux. Voilà. Dans la réalité, c'est quand on vous parle des entreprises françaises, il y a 30 à 40% des entreprises en France qui ne sont pas françaises. Mais bon, toujours est-il que la situation, elle est celle, en fait, de cette réalité de quelqu'un qui avait pris de mauvaises habitudes et qui ne se rend pas compte que le monde a changé, qui ne se rend pas compte que son poids dans le monde a changé et qui ne se rend pas compte que sa position dérange la majorité. C'est vrai que quand il parle de communauté internationale, ce sont ces 12% qui se réunissent contre tout le reste. Alors pour appuyer votre propos, je vais lire un tweet de l'ambassade de Chine en France qui dit « L'aspiration à la paix et au développement des milieux d'affaires des différents pays devient de plus en plus ardent, leur appel à l'équité et à la justice plus fort et leur recherche d'une coopération gagnant-gagnant plus pressante. » Voilà. Ça date d'aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le droit. Le droit garantit, au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et je dirais toutes les chartes internationales, garantissent tout simplement à tout individu de pouvoir défendre ses convictions, qu'elles soient religieuses, culturelles et autres. Donc à partir du moment où la chose se passe dans un cadre légal, il n'y a pas à s'agiter. Bon. La deuxième chose que je tiens à rappeler, c'est que si on parle de conflit culturelle ou d'opposition de la vision donc de l'humanité, je tiens quand même à rappeler que lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud, on a vu un très bel objet qu'on a appelé la Vuvuzela, qui venait donc des habitants des townships. Et cette Vuvuzela, c'est la première fois qu'on voyait un tel instrument de musique dans les stades de football. Les Européens qui sont descendus en Afrique du Sud ont acheté énormément de Vuvuzela avec comme projet tout simplement de répandre cette Vuvuzela dans les stades occidentaux lors des championnats européens et autres. Qu'a dit la FIFA? Cet objet ne correspond pas à la culture occidentale. Et donc, finalement, ça a été interdit au stade. C'est un objet qui ne correspond pas à la culture occidentale. Alors, il faut comprendre une chose. L'Occident débarque chez vous pour instaurer un sport qui ne correspond pas à votre culture. D'accord? Mais si vous introduisez dans ce sport qui ne correspond pas à votre culture un objet pour faire en sorte que vous puissiez vous retrouver dans le cadre de votre culture, vous voyez, c'est à ce moment-là que ça pose un problème sur la scène internationale. Donc, qui fait que je pense que cette chose arrive à point nommé. C'est une excellente chose. Pourquoi c'est une excellente chose? Parce qu'il faut savoir que c'est comme ça demain, tout simplement, on va imposer des choses à l'humanité qui seront des choses qui représenteront uniquement les intérêts des entreprises américaines. Puisqu'on voit bien aujourd'hui que l'Europe ne compte plus, c'est l'Amérique qui a pris le pas, et que les cerveaux qu'on pensait intelligents en Europe, je ne sais pas où leur intelligence est partie en vacances, mais en tout cas, elle est partie s'amuser, cette intelligence européenne. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une imposition de toute une série de choses, et ça commence, je dirais, cette résistance commence par ce qu'a fait Ghana Gay. Et on peut dire une chose qui est relativement importante, c'est que c'est toute l'humanité non occidentale qui se sont concernées par cette affaire-là. On voit bien que ça a débordé comme un vase, parce que là, trop, c'est trop. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, puisque ça montre vraiment cette espèce de domination morale, culturelle que les Occidentaux veulent imposer au niveau du monde. Et il faut qu'ils sachent tout simplement que le monde ne partage pas toutes leurs opinions. Et ça, je dirais, c'est ça qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Parce qu'ils sont venus avec la religion, ils ont imposé les religions, ces espèces de religions monothéistes qui ont faussé, je dirais, le rapport entre les hommes.
Hein, ça, il faut quand même aussi le rappeler. Et il y a justement ce retour aux sources que beaucoup de peuples doivent faire de manière à se retrouver aussi sur de nouvelles bases. Donc il y a cette problématique-là qui concerne donc cette imposition de la culture occidentale sur la scène internationale. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres peuples, pas simplement pour des raisons de tradition musulmane, mais il y a d'autres peuples qui ne partagent pas ce point de vue. Tout à fait. On parle maintenant du Mali qui, la semaine dernière, a déjoué un coup d'État qui était fomenté justement par les Occidentaux. Ça faisait suite effectivement à la convocation de notre ministre des Affaires étrangères, donc ils n'arrêtent pas d'enchaîner un peu les actus là-bas. Et aujourd'hui, on nous annonce effectivement que le Mali a décidé de sortir du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est un peu l'organisation de lutte antiterroriste de cette zone du monde. Ils ont décidé effectivement de sortir de cette, entre guillemets, on va dire, cette mascarade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est-à-dire qu'on a un double langage déjà au niveau de l'état-major français, puisque lorsqu'on aborde les problématiques de la France, c'est toujours au chef de l'État à prendre des décisions. D'accord ? Donc très souvent, le manque de décision du chef de l'État africain est fustigé de la part de l'état-major d'une façon générale. Là, on a au niveau d'un pays une décision qui est prise, c'est-à-dire de se sentir plus responsable et de prendre les rênes véritablement de la défense du pays. Et on ne peut que célébrer, je dirais, un pays qui se dit, allez, on se donne le moyen d'être responsable de la sécurité des nôtres. Et c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Parce que, savez-vous que dans le cadre, vous parlez du G5 Sahel et compagnie, savez-vous que les États africains n'ont pas le droit d'aller discuter avec les peuples, les groupements qui essaient d'agresser leur territoire, ou les individus de leur territoire. C'est une discussion qui doit avoir lieu entre l'état-major français et les djihadistes. Bon. Mais ces djihadistes ont reçu des armes de qui ? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du problème Kadhafi en Libye, les armes ont été distribuées. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on a dit dernièrement ? Que les Américains, pour ne pas montrer la traçabilité, pour ne pas qu'il y ait une traçabilité des armes donc venant des États-Unis directement vers la Libye pour alimenter donc les anti-Kadhafi, les armes sont passées par l'Ukraine. Vous avez vu, dans l'actualité, on vous a dit, ben tiens, justement, l'Ukraine a servi aussi à différents trafics, dont le trafic d'armes qui a été distribué en Libye. Donc, Américains qui ont avoué d'ailleurs, directement ou indirectement, on ne sait pas si c'était voulu ou pas, mais par le biais d'un haut gradé, qu'ils entraînaient effectivement, ils étaient déjà sur le sol ukrainien pour les entraîner et les équiper depuis 8 ans maintenant. Totalement. Et on sait très bien que la France a distribué des armes et l'Angleterre aussi. La presse l'a souligné. Il y a des articles dans un certain nombre de médias importants. Donc tout cela montre bien que c'est quand même assez étrange, d'accord, que un pays qui a distribué des armes un peu comme s'il était le Père Noël veuille aujourd'hui discuter avec les gens à qui il a distribué les armes autrefois. Moi je pense qu'il faut saluer cette position du Mali, je pense que d'autres pays suivront, parce que c'est à l'Afrique à régler ses problèmes. Vous voyez, ce sont des matchs qu'on joue à domicile, on ne peut pas les jouer à l'extérieur. Et je pense que va arriver le problème de la sécurisation de la santé des Africains et la sécurisation économique aussi des Africains. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours été très confiant vis-à-vis de l'Afrique, parce que l'Afrique a une réalité très particulière. La puissance économique de l'Afrique n'est pas basée sur un morceau de papier qu'on imprime. C'est basé sur les richesses du sol. Les matières premières, l'or, le diamant, le coltan. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'elle sera toujours là. Et que l'enjeu, c'est quoi ? Que l'Afrique trouve un partenaire qui n'est pas cupide. C'est-à-dire un partenaire qui joue gagnant-gagnant. Moi, je vous dis une chose aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, où est l'intérêt de la Chine ou encore l'intérêt de la Russie de jouer un double jeu vis-à-vis de l'Afrique qui serait, je dirais, de fait, une façon d'avantager l'Occident. Cette façon d'éradiquer la Russie du marché mondial occidental, c'est aussi, je dirais, une très belle opportunité que doit se servir l'Afrique, et que aussi le monde eurasiatique doit comprendre qu'il est temps de bâtir une alliance dans laquelle on doit aussi inclure les peuples sud-américains, parce qu'il ne faut pas oublier que les Amérindiens de l'Amérique du Sud, j'étais encore avec Rosa Amélia Plumel ce week-end lors du colloque en Martinique, elle a bien montré qu'il y a des réalités graves
Aujourd'hui, en Amérique du Sud, lorsqu'un président dit « je souhaite partager les richesses de mon sous-sol avec ma population », il devient Hugo Chavez ou un Evo Morales. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça devient la pire enflure qu'il faut abattre. Voilà, donc tout ça montre bien qu'il y a des réalités, parce que n'oubliez pas que pendant que nous étions confinés, Trump avait pris l'armée américaine pour aller attaquer le Venezuela de Maduro. Biden. Non, c'est Trump. Il avait décidé d'attaquer parce qu'il y avait cette opposition, le pétrole, le business. Et pendant qu'on était confinés, et qu'est-ce qui a arrêté les Américains? Les sous-marins. Ah oui, quand ils ont envoyé leurs bateaux. Les sous-marins russes. Parce que la Russie a dit, nous avons des sous-marins dans les eaux territoriales du Venezuela capables de frapper sur la frontière si vous pénétrez à l'intérieur du Venezuela. Donc tout ça montre qu'aujourd'hui, il y a des réalités qui sont en train de changer. N'oubliez pas que tout cela tient aussi avec la problématique du dollar, mais un dollar dans un pays super endetté. C'est un dollar dans un pays super endetté. Et la chose, c'est qu'on voit bien... Un pays super endetté qui ne repose plus sur grand-chose. C'est-à-dire que si l'Amérique et l'Europe ne sont pas capables de respecter l'humanité en ne pesant que 12%, et je vais vous dire une chose, c'est même très grave parce que j'ai regardé les chiffres démographiques, c'est très étrange de voir la vitesse avec laquelle il y a moins d'occidentales sur Terre d'année en année. Allez regarder les chiffres, c'est-à-dire c'est carrément... un avion qui est en train de se cratcher au sol. Hein. Donc, qui fait que le moment, je pense, et à un certain nombre c'est la sérénité qui doit normalement s'imposer. Normalement, oui. On y est loin pour le moment, puisque vous avez des relents de l'époque de l'ère des poissons, donc plutôt impérialistes, mais je pense que ça dessert leur intérêt. Et c'est dommage qu'il y ait peu de voix pour, notamment en France. Il y a vraiment, c'est très étrange qu'il y ait peu de voix pour dire que nous n'avons aucun respect pour l'humanité non occidentale. Il faut se le dire clairement. Et c'est un sentiment partagé à tous les niveaux, à tous les étages de la fusée. Ça ne concerne pas que le monde africain. Ça concerne tous les mondes. Alors, vous voyez ? Puisque quand on fait des colloques et qu'on reçoit des historiens, des journalistes d'autres régions, d'autres latitudes du monde, c'est le sentiment qu'ils émettent dans leur intervention. Donc on se dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce fameux 12% passé à 7% au niveau de l'Europe, ça pèse plus grand-chose. Il faut quand même comprendre ça. Et il y a d'autres marchés qui vont de toute façon se créer. Après, l'Afrique est en train de prendre conscience que du fait que son sous-sol soit plein, notamment d'or, l'or qui sert effectivement à étalonner je vais vous dire une chose. Pendant qu'on discute de la taille de l'Afrique sur la map monde, il s'avère que tous les pays où il y a des noms blancs ont une taille beaucoup plus petite que la normale. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur l'Afrique, mais tous les pays où la densité de la population l'emporte comme une population non d'ascendance européenne, la taille du pays est très étrangement beaucoup plus petite que le pays occidental qui, lui, est toujours plus gros. Alors, on veut bien discuter de Mercator, mais quand même, c'est une entourloupe. Parce que peu importe, il n'y a aucun pays occidental qui est plus petit. Ils sont tous plus grands que la normale. Mais dès que vous descendez Amérique du Sud, Mexique, au niveau de l'Afrique et compagnie, l'Asie, comme par hasard, la taille, elle est beaucoup plus petite sur la map monde. Je pense que cela montre bien que sur le plan de la cartographie, on a le reflet de ce que pense l'Occident vis-à-vis du reste du monde. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un stade où effectivement celui qui détient la ressource, donc l'or ou les diamants ou peu importe, devrait être celui qui détient la machine à billets aussi? Mais nous allons y arriver, il n'y a aucun doute, parce que l'ère du Verseau, c'est le rééquilibrage par rapport au déséquilibre de l'ère des poissons. Et nous sommes en train d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a autant de soubresauts. Pourquoi il y a des soubresauts? Parce qu'il y a des portes de cupidité. Ça révèle simplement l'existence de portes de cupidité. L'ère du Verseau, c'est la générosité. Vous voyez? Donc il y a des portes de cupidité qui pensent pouvoir résister à une force énergétique qui vient depuis le... Moi je dis quand même, il faut revenir à la raison. Parce que ceux qui collaborent avec la désorganisation de l'univers, je tiens quand même à rappeler que l'univers, c'est 13 milliards d'années pour organiser l'harmonie. Et que l'univers sait se débarrasser de tout ce qui organise la désorganisation. On a vu avec les dinosaures. N'est-il pas? D'accord? Voilà.
Alors, dernier petit point d'actu, c'est cette statue de la mulâtresse Solitude qui a été inaugurée à Paris. Elle fait débat, notamment sur sa représentation qui aurait été un petit peu blanchisée, on va dire, entre guillemets. Vous savez, en fait, la problématique de fond, c'est que nous avons pour le moment une réalité, c'est-à-dire que nous avons un manque de connaissances, puisque nous n'avons pas d'accès à la connaissance supérieure. Nous sommes au niveau de la connaissance inférieure. Maintenant, nous allons passer à la connaissance supérieure. D'accord ? Lorsqu'on change d'air, on ne fait pas de représentation d'éléments négatifs de l'ère précédente. D'accord ? C'est-à-dire que oui, c'est passé un certain nombre de choses, mais les représentations doivent être arrimées aux énergies de la nouvelle ère. C'est valable pour tout le monde. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ce qui veut dire que, d'une part, c'est un personnage qui n'a aucune réalité historique. D'accord ? On aurait pu s'appuyer sur la compagne de Delgrès, par exemple. Rose Marthe, qui elle a existé, on a des éléments, on peut vous donner... Tangible, le procès a eu lieu tant. Mais tout le monde sait très bien que c'est M. Schwarzbach qui a inventé cette histoire-là. Bon, ok. C'est une Africaine sur un bateau violée par un marin blanc. Comment fait-elle pour être mulâtresse ? Pourquoi elle ne s'appelle pas l'Africaine ? Vous voyez pas que c'est une entourloupe ? Puisque pour qu'elle soit mulâtresse, il aurait fallu qu'elle soit au moins métissée. Mais si elle est africaine, on ne peut pas l'appeler mulâtresse. Donc, vous voyez tout ça. Je dirais que c'est peut-être un surnom. Non, je vais vous dire une chose. Si c'était une Africaine violée par un marin blanc, on ne peut pas l'appeler mulâtresse. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Donc, vous voyez que tout cela montre qu'il y a la propension à nous mener en bateau. Vous voyez, il y a le fait de nous avoir menés en bateau déjà sur le plan historique, mais il y a aussi le fait de mener les gens en bateau sur le plan idéologique en nous racontant des sornettes. Ce n'est pas le moment de faire une statue qui replonge les énergies de l'ère des poissons dans les énergies de l'ère du Verseau. Les énergies de l'ère du poisson doivent rester dans le poisson. Les énergies de l'ère du Verseau, il faut les créer. On a beaucoup critiqué M. Wade au Sénégal quand il a fait la statue. Cet homme noir, portant sa femme noire avec son enfant, montrant l'avenir, c'est ça, la réalité de l'ère du Verseau. D'autant plus que nous sommes confrontés à quelque chose de très étrange. C'est les familles monoparentales. Nous sommes un peuple, peu importe là où vous allez à travers le monde, c'est un peuple qui a toujours 70% de ses structures familiales en monoparentales. Je trouve très étrange qu'aucune statue ne soit faite pour célébrer la famille noire, d'une façon générale, mais qu'on fasse des statues pour célébrer mais vraiment le fait de désintégrer la famille. Surtout que nous sommes en train de passer dans une ère, nous entrons dans une ère où les choses doivent être réénergisées, restabilisées, reconçues, reconceptualisées. Donc, il faut se poser un certain nombre de questions. En tout cas, moi, je sais très bien à quel jeu certains jouent, puisqu'ils prennent donc notre communauté pour une bande d'idiots, mais toujours est-il que cette affaire-là, c'est du grand n'importe quoi, parce que les gens ont un niveau de réflexion et de connaissance limité. Et ça, il faut le savoir. Vous ouvrez n'importe quel ouvrage d'histoire parlant des effigies d'un certain nombre de peuples, vous verrez que quand on change d'air, beaucoup de choses changent. À l'ère du taureau, Dieu était représenté sous la forme du taureau. Quand on est passé à l'ère du bélier, Dieu a été représenté sous la forme du bélier. Et son fils était l'agneau de Dieu, puisque l'agneau c'était le bélier. C'est ce que les Occidentaux ont repris en venant en Afrique. Vous voyez ? Donc vous voyez bien qu'il y a un arrimage qui est fait dans la dimension cosmotellurique, que tout l'univers respecte, mais l'homme doit aussi respecter, parce qu'il fait partie de l'univers. Maintenant, c'est vrai que comme on arrive à une réalité, je vais l'expliquer la réalité. La réalité, c'est que on a dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, ce qui veut dire que si nous avons atteint le niveau de l'humanité, nous devrions avoir accès aux réparations. D'accord ? Mais si nous n'avons pas accès aux réparations, c'est qu'on a réinstauré le code noir. Donc on célèbre l'humanité en sortant la victime qui devrait normalement faire partie de l'humanité du rang des humains, en la renvoyant au rang de l'objet. Donc il faut bien voir qu'on a affaire à des gens qui s'amusent, qui n'ont aucun respect pour l'humanité. La preuve, c'est que la question des réparations,
elle est toujours traitée de façon très pernicieuse, alors qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité qui doit avoir un traitement qui reflète sa dimension, c'est-à-dire sur le plan de l'humanité. Et là, nous n'y sommes pas. Donc, il faut voir que sur ces choses-là, moi, en ce qui me concerne, je trouve vraiment que ce qui se passe ne se passe pas par hasard. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Et je demande vraiment aux gens d'étudier. Il faut prendre le temps d'étudier. Ça, c'est très important.